grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi 14 mai 2015. Bienvenue à cette émission. Et vous qui nous recevez chez vous, merci de nous recevoir donc à partir de la maison à travers nos radios partenaires repartis dans les 8 régions donc du pays. Alors aujourd'hui, le grand dialogue réfléchit sur le paraphe qui est désormais effectif du côté de la coordination des mouvements armés de l'Azawad qui ont donc paraphé le document de l'accord de paix aujourd'hui à Alger. Nous allons voir avec nos invités également de quoi sera meublée donc la cérémonie de signature de l'accord de paix définitif donc demain vendredi 15 mai 2015. Alors nos invités, Gaussou Drabo, éditorialiste, André Bourgeot, analyste et spécialiste du Sahel, sera également avec nous en ligne depuis la France, et Yes Amake, un des responsables des partis du centre. Nous sommes donc présents et donc prêts pour ce grand dialogue. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. La coordination donc des mouvements armés de l'Azawad a approuvé ce jeudi à Alger l'accord de paix, a paraphé donc cet accord est adopté en mars par les autorités maliennes et la plateforme. Toutefois, ses responsables ont annoncé donc dès hier qu'ils n'assisteront pas à la cérémonie de signature prévue donc demain vendredi 15 mai. Justement, les délégations arrivent progressivement à Bamako pour participer à cette cérémonie de demain. Le président de la commission de l'organisation donc le ministre malien des Affaires étrangères rassure que les dispositions sécuritaires adéquates sont prises pour garantir la réussite de cet événement. Plusieurs interventions sont au programme, dont celle du chef de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Alors pourquoi le paraphe intervient donc quelques heures seulement avant la signature de l'accord définitif de paix? Gaussou Drabo, avez-vous une idée sur la question? Oui, je pense que certainement au sein de la coordination, c'est-à-dire les plus politiques ont pu convaincre les plus radicaux qu'il était extrêmement dangereux de dire absolument non à la communauté internationale. Pas au Mali, mais à la communauté internationale qui, depuis le mois d'avril, fait pression pour que ce paraphe intervienne. Et lorsque vous constatez que c'est non seulement toute la médiation internationale, mais même les États-Unis qui délèguent une sous-secrétaire d'État pour venir personnellement insister sur un pas en avant de la part de la coordination, il est quand même très imprudent pour n'importe quel acteur où qu'il se trouve de résister de manière absolue à la pression de la communauté internationale. Et je crois que le fait que ça survienne aussi tard montre la difficulté de l'aile politique à convaincre effectivement, disons, l'aile radicale de faire au moins un pas en avant et de se laisser une marge pour discuter éventuellement sur les modalités de signature de l'accord. André Bourgeot, bonjour, vous êtes en ligne avec nous. Oui, je vous entends bien, merci. Merci pour la disponibilité. Alors aujourd'hui, le paraphe est intervenu à Alger, le paraphe de la CEMA, donc de cet accord. Est-ce que vous êtes d'avis avec les observateurs qui disent aujourd'hui que mieux vaut tard que jamais? Bien, mais je pense que c'est une bonne chose qu'une partie de la CEMA, enfin une partie non, c'est la CEMA dans sa totalité qui va parapher le document, mais, et ce mais me paraît important, il y a quand même deux choses symboliques qui me paraissent extrêmement significatives sur le plan politique. Le premier symbole qui a une signification politique, c'est le refus d'être présent demain à Bamako. Donc ça contredit un petit peu, ou en tout cas, ça nuance sensiblement le paraphe de la CEMA. Et puis la deuxième chose aussi qui me paraît importante sur le plan politique et qui est tout à fait symbolique, à la lecture du document qui est joint par la CEMA au fait qu'elle accepte de parapher, et elle dit bien qu'elle consent, le terme quand même, a une charge politique extrêmement importante. C'est comme si la CEMA dirigeait les négociations. Elle consent à parapher le document. Et elle rajoute que par la suite, il y aura probablement des négociations. Donc on a l'impression, mais ça depuis le début, depuis 8 mois, on a l'impression que c'est le MNLA dans un premier temps et ensuite
la coordination du mouvement de l'Azawad, qui fait ce qu'elle veut et qui dirige un petit peu les négociations. Donc je dis que sur le plan symbolique, et encore une fois qui renvoie concrètement à une signification politique, je trouve que c'est un petit peu osé et un petit peu faire j'arrive pas à trouver exactement le terme, mais comment peut-on avoir une attitude comme ça, je paraphe mais je ne viens pas, et un comportement un peu quand même d'arrogance et de mépris à l'égard de la communauté internationale et à l'égard des chefs d'État qui vont se déplacer pour le paraphe de ce document. En troisième lieu, ils disent explicitement que pour eux, il s'agit simplement que d'un préaccord et que donc les négociations vont continuer. S'il faut référence à d'autres négociations de caractère politique, je ne vois pas, mais enfin je ne suis pas à la place des autorités politiques maliennes centrales et étatiques, quelles concessions pourrait-il encore faire? Donc mon inquiétude est la suivante, c'est que toutes les cartes politiques ont été jouées, le paraphe qui est fait du bout des pieds, véritablement du côté de la CEMA, est-ce qu'ils n'ont pas comme intention de continuer des activités de type guerrière, voire aussi des activités de type criminel? Ensuite, je dirais, pour compléter un petit peu l'analyse, que ça ne va pas du tout dans le sens du rétablissement de la sécurité, cette fois-ci, sur l'ensemble du territoire malien, parce que le comportement de la CEMA, je dis bien objectivement, je ne dis pas intentionnellement, mais objectivement, ils font un peu le jeu des groupes armés narco-djihadistes. Il ne pourra y avoir de retour à la sécurité sur l'ensemble du territoire malien qu'à partir du moment où il y aura aussi des rapports de force militaires qui feront en sorte qu'il n'y aura plus de harcèlement émanant des groupes armés narco-djihadistes. Et là, la balle est renvoyée du côté de Barkhane, puisque Barkhane, l'opération militaire française, est là pour lutter justement contre ces groupes salafistes djihadistes. Donc vous voyez, je suis un petit peu inquiet. C'est une bonne chose qu'il y ait ce paraphe, mais en même temps, on se dit, mais ça va conduire où, comment, avec qui et quand. D'accord. Merci beaucoup, André Bourgeot. Alors, dans ce cas de figure, de quelle nature peuvent être les menaces aujourd'hui car on imagine mal la coordination des mouvements armés de l'Azawad parapher ce document sans qu'il n'y ait de pression. Avec vous, Yessa Maké, comment est-ce que la médiation, selon vous, a pu forcer, si on peut dire ça comme ça, la CEMA à parapher ce document? Ça, c'est le grand paradoxe que je suis en train de résoudre personnellement. Si pression on pouvait faire sur la CEMA, pourquoi a-t-on attendu jusqu'à la dernière minute? Et puisque ce refus, sinon cet affront de la communauté, de la CEMA vers la communauté internationale, certainement érode la crédibilité du processus, qu'on ait attendu jusqu'aujourd'hui, nous acceptons ce paraphe. Nous aurons souhaité la présence de la CEMA à la cérémonie de signature pour honorer le travail exécuté pendant les 10 derniers mois, j'allais dire. Mais l'inquiétude et le danger qui est là a été frôlé par monsieur au téléphone, André Bourgeot. C'est que depuis le 1er mars, nous avons assisté à un regain des tensions dans le septentrion. Et c'est des façons de surenchère que certaines parties prenantes se sont adonnées. Et aujourd'hui, en tant que Maliens, nous sommes très indignés que la communauté internationale ne puisse exercer toute la pression sur la CEMA pour qu'aujourd'hui nous puissions aller de l'avant. Certains estiment que le paraphe déjà est un pas. C'est vrai, mais la signature consacre. C'est un acte juridique. Le paraphe, c'est une acceptation, mais comme on le dit en anglais, it's not binding. Donc, ça n'a pas force de loi. Et donc, nous devrions aller de l'avant. J'invite les parties impliquées, la communauté internationale, le Mali, le gouvernement du Mali, et la CEMA, et même toutes les parties prenantes, à prendre des responsabilités vis-à-vis de cette situation
souhaitant que l'ACEMA ne va plus durer pour signer cet accord, pour que ça puisse engager toutes les parties prenantes. D'accord. Alors cet accord, ce paraphe donc intervient à l'issue donc d'une rencontre qui s'est tenue à Alger. Donc avec vous, Gassou Drabo, quelles peuvent être les compensations aujourd'hui obtenues par l'ACEMA? Non, ils n'ont pas le droit de demander des compensations parce que la CEMA est engagée dans le processus d'Alger dès le premier jour. Elle a accepté d'entrer dans ce processus selon les modalités fixées par la feuille de route. Donc vous ne pouvez pas changer de règlement en cours de route et ils ne peuvent pas demander des accommodements. Moi, très sincèrement, le problème que je vois dans la CEMA, c'est que c'est un ensemble très hétéroclite. Il y a dedans des politiques, il y a la branche armée, il y a des tendances qui sont proches de IAD que l'Occident a écarté du problème. Mouvement islamiste. Voilà. Et donc, il y aurait dû avoir, pendant les négociations d'Alger, si c'était une délégation qui s'était comportée, disons, avec professionnalisme, elle aurait dû mettre tous ces problèmes sur la table. En disant qu'il y a des choses qui doivent être accordées parce que l'aile armée les demande et tout cela. Au lieu de cela, la CEMA est venue aux négociations d'Alger avec un traité de paix et avec une proposition de création d'État fédéral. Vous voyez, Alger 1, Alger 2, Alger 3, Alger 4, ils sont venus même à Alger 4 avec des sous-fifres. Et à Alger 5, on a fait l'accord. Donc, c'est-à-dire, à aucun moment, ils n'ont mis sur la table ces exigences. Et c'est maintenant, lorsque les négociations sont closes, ils se réunissent à Kidal, ils sortent un document qu'ils appellent Point essentiel, dans lequel se trouvent ces exigences. On peut y revenir plus tard dessus. Et donc, vous voyez, c'est aujourd'hui ils demandent que soient ouvertes des négociations sur ces points. La communauté internationale a bien dit que l'accord est cadenassé. On ne peut pas, du moment qu'il est paraphé, il est clos. C'est, comme l'a dit M. Samaké, il faut aller vers la signature pour consacrer effectivement l'adhésion à cet accord. La concession qui a été faite, c'est d'accepter qu'il y ait des discussions après le paraphe. Et que le gouvernement discute avec la CEMA pour la mise en œuvre. Là encore, il y a un autre problème. J'étais avec M. Samaké dans la salle d'attente. J'entendais un porte-parole de la CEMA qui dit non, c'est pas grave, c'est juste quelques petits détails à régler. Mais un autre porte-parole ce matin a dit non, c'est des points essentiels. Et si on ne les prend pas en compte, si on ne nous donne pas les garanties que nous demandons, nous ne pouvons pas signer. Donc il y a encore toujours un peu de désordre malheureusement à l'intérieur de la coalition. Chaque porte-parole est porteur d'une sensibilité, mais c'est extrêmement difficile à régler. D'accord. Alors, nous sommes à quelques secondes donc de la pause, mais nous allons repartir du côté d'André Bourgeot. André Bourgeot, pour savoir avec vous, peut-il y avoir aujourd'hui des consensus ou bien quelque chose de consensuel que la médiation et la CEMA auraient pu signer dans l'ombre? Oui, je crois que le recours à la consensus me paraît un petit peu abusif. Ça résulte de rapports de force exercés par la communauté internationale qui a fait pression sur la CEMA pour lui dire il faut absolument parapher et puis ensuite on verra ce qui pourra arriver. Je ne sens pas de consensus. S'il y avait effectivement un consensus, il n'y aurait pas ces deux pratiques symboliques que j'ai dénoncées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils seraient venus à Bamako demain, ils auraient été ils auraient signé, etc. Ils auraient montré leur volonté politique, humaine, psychologique, de dire maintenant ça suffit, on veut aller dans le sens de la paix. Donc ce n'est pas le cas. Donc non, je ne vois pas de consensus, mais ça renvoie aussi au fait que, vu en tout cas de l'extérieur, avec les lectures que je peux faire, avec les écrits que je reçois, etc., ces accords d'Alger ne sont pas non plus consensuels. Il y a des débats, il y a des positions politiques qui sont exprimées sur le contenu de ces accords. Donc, est-ce que dans ces conditions, ils ne jouent pas aussi sur cet aspect-là? Mais depuis le début,
vue, la question qui me paraît pertinente depuis le début des négociations, c'est la suivante. Est-ce que véritablement, en allant aux négociations, ils avaient l'intention de négocier, ou est-ce que ça leur permettait de mesurer les rapports de force politiques instaurés par la communauté internationale et par les autorités politiques étatiques du Mali, ce qui leur permettait ensuite d'évoluer, de dire oui, on est d'accord, nous on n'est pas d'accord. Ils ont fait ça pendant 8 mois, ils ont toujours pris des décisions de type dilatoire, avec beaucoup d'arguties qui ne renvoyaient à rien de concret. La dernière en date, c'était oui, d'accord, on va paracher, mais on a besoin pour ce faire de retourner à notre base. La base du MNLA et du SEMA, c'est quoi? C'est Kidal. Ils ne peuvent pas se prévaloir de toute la population de ce qu'ils appellent le territoire de l'Azawad. Ils sont complètement minoritaires. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui sont un petit peu perturbantes et déroutantes, parce que tout ça est connu. Si vous le connaissez, si moi je le sais, la communauté internationale, où il y a quand même des experts, des spécialistes, y compris chez les médiateurs, on comprend très bien pourquoi, en définitive, je dis bien objectivement, peut-être pas d'une manière intentionnelle, mais d'une manière objective, il y a eu quand même des tendances qui vont dans le sens d'un soutien implicite au Sénat. C'est une des raisons pour lesquelles ils se permettent de dire ouais, on va paraffer, on consent, il faut dire ce terme, c'est quand même un petit peu effrayant, hein. On consent de paraffer, mais on va pas y aller. C'est quand même humiliant un petit peu pour tout le monde. Merci beaucoup André Bourgeot. Nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le Mali s'apprête donc à signer l'accord de paix définitif qui sera donc remis et présenté donc à l'ensemble des parties demain, vendredi 15 mai, ici à Bamako. Mais d'ores et déjà, la coordination des mouvements armés de l'Azawad dit qu'elle ne sera pas présente et qu'elle n'est pas concernée donc par cette signature. C'est donc le thème central de cette émission qui regroupe aujourd'hui 3 experts pour en parler. Alors, l'absence de la SEMA, est-ce que les conditions sécuritaires aujourd'hui permettent à une délégation de la SEMA de venir à Bamako et signer cet accord Yessamake? Absolument. Le peuple malien, dans son entièreté, est très inquiet et très accueillant. C'est très accueillant de toute délégation de la SEMA. Et nous attendons, jusqu'à preuve de contraire, qu'une forte délégation puisse être représentée. Il n'est pas trop tard. Et il y a une dizaine de chefs d'État attendus ici. Donc les conditions sécuritaires sont telles que nous ne pouvons même pas se permettre de douter que les mesures idoines ont été prises par les services de sécurité pour ces raisons. Et je me permettrai de dire cependant que les autorités maliennes ont travaillé pendant les 10 derniers mois sur la préparation, les négociations. Et nous avons aussitôt montré notre bonne foi pour la signature et pour le paraphe. Et nous avons montré notre bonne foi pour la signature de cet accord. Aujourd'hui, nous pourrions voir le scénario où une des parties prenantes ne serait pas ici à Bamako. Néanmoins, cela n'a pas entamé l'ardeur des autorités maliennes parce que nous sommes effectivement pour la paix, pour que nous puissions nous adonner au développement de toutes les régions. Alors, Yessamake, je rappelle que vous êtes un des cadres donc, des partis du mouvement du centre et également nouvel ambassadeur donc, du Mali nommé à New Delhi. Alors, Gaussou Drabo, est-ce que cette présence donc, d'une des délégations de la SEMA évoquée par le ministre Abdoulaye Diop peut venir lire cette déclaration qu'il a évoquée lors de sa conférence de presse? Est-ce qu'une délégation de la SEMA est envisageable à cet accord? Vous savez, du côté malien, comme l'a dit
son Excellence l'ambassadeur, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tout geste de bonne volonté est accepté, disons, dans toute sa signification par les autorités maliennes. Mais je ne sens pas la SEMA avoir l'envie de venir. Et je crois que même, elle n'a jamais évoqué, par exemple, des problèmes de sécurité qui l'empêchaient. Elle évoque des soi-disant problèmes de principe. Et je ne la vois pas venir faire une déclaration, essayer de s'expliquer. M. Bourgeot l'a bien signalé, ils ont des arguments toujours un peu particuliers pour expliquer on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que la négociation est extrêmement laborieuse. Parce que vous savez, par exemple, la première intention de paraffer avait été signifiée par écrit au médiateur algérien il y a à peu près un mois. Pour le 15 avril. 15 avril, et malgré tout, ça n'a pas été respecté. Donc, vous voyez, comme l'a dit M. Bourgeot, la SEMA crée ses propres règles de fonctionnement et ses propres règles de participation aux négociations. Il faut surtout espérer, je crois, s'il faut se référer à l'événement de demain, il faut espérer qu'à l'avenir, la communauté internationale s'adresse de manière beaucoup plus ferme à la coordination. Parce que l'accord prévoit de manière très précise l'accompagnement de la communauté internationale. Un accompagnement politique, un accompagnement pour, disons, serrer la vis à tous ceux qui vont s'opposer à l'instauration de la paix et de la sécurité au Mali, et un appui conséquent pour le développement du Mali et pour la résolution, disons, de tous les dommages qui ont été créés à cause de ce conflit. Donc, je pense que nous, ce qu'on espère vraiment, c'est qu'à partir de la signature de l'accord, il y ait quand même une inflexion vers plus de fermeté de la part de la communauté internationale vers la coordination. Aujourd'hui, elle a déployé de gros efforts diplomatiques pour obtenir au moins un premier pas, mais il est quand même important que le second pas soit fait rapidement. Merci beaucoup, Gaussou Drabo. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, mais ancien ambassadeur également du Mali et ancien ministre de la Communication. Alors, André Bourgeot, vous êtes analyste et spécialiste du Sahel. Aujourd'hui, jusqu'où pourra aller la patience des acteurs pour cette signature attendue donc de la SEMA? Je vous répondrai en disant que, très sincèrement, je suis émerveillé de la patience exprimée et appliquée concrètement de la part des autorités politiques maliennes. Pendant 8 mois, ils ont fait preuve d'une bonne foi et d'une volonté d'aller dans le sens de la paix, en faisant des concessions énormes, y compris sur le contenu des accords d'Alger. Donc je ne vois pas comment ils peuvent aller au-delà de ces concessions qui ont été faites. Mais je voudrais souligner la chose suivante, c'est que cette fois-ci, en termes de pouvoir et en termes d'autorité au sein de la SEMA, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Ceux qui ont le véritable pouvoir et l'autorité, c'est la force militaire. Le reste, c'est de l'habillage politique. Ça veut dire que le secrétaire général et tous ceux, les porte-paroles, ne font que de l'habillage politique. Ils sont quelque part dans une relation de dépendance par rapport au pouvoir militaire. À l'intérieur, je dis bien, de la SEMA. Donc la question que je me pose est la suivante. À partir du moment où ils signent du entraînement d'une manière vraiment très nette, en disant on va paraffer, mais pour nous c'est pas un acte juridique, il faut continuer les négociations sur le plan politique. Mais que peut-on encore négocier sur le plan politique? Je ne vois pas ce qui est encore négociable. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas de ce fait-là une tendance au sein de la SEMA qui sont militaire et qui consisterait à dire on paraffe, mais une fois qu'on aura paraffé, on aura satisfait les gens parce que tout le monde veut qu'on paraffe, mais après tout, nous, c'est pas notre problème, et que les pratiques de type guerrière et criminelle continuent à s'exercer dans le septentrion malien, et puis peut-être même au-delà du septentrion. C'est une question que je me pose, et c'est là aussi qui est mon inquiétude, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il dirait explicitement ouais, d'accord, on va paraffer, mais pour nous, c'est simplement quelque chose comme ça, il faut continuer les négociations, mais des négociations politiques sur quoi? Si c'est sur les propositions qu'ils font, le gouvernement malien s'est déjà prononcé sur ces revendications. Le chef de l'État en personne, son Excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta, a dit à plusieurs reprises qu'il n'irait pas dans le sens de l'autonomie et de l'indépendance.
Donc est-ce que maintenant les autorités maliennes peuvent faire des concessions sur le pourcentage des militaires autochtones au sein de l'armée malienne? Je crois qu'ils revendiquaient 80%, mais vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc ça va dans le sens de la constitution d'une armée de type régional à caractère ethnique. Ouais. Alors est-ce que ça c'est négociable? Bon, moi je suis pas... je n'ai pas pouvoir de décision, mais je dis, si ça va dans ce sens, ça va aller dans le sens d'un affrontement généralisé. Et c'est ça ma crainte. Et je me demande dans quelle mesure ils ne sont pas un peu à la recherche de cette éventualité. Si cette hypothèse est pertinente, ça ne peut pas être sans le soutien de puissances extérieures et de puissances aussi probablement nationales. Vous faites bien donc d'évoquer les tensions, les affrontements. Aujourd'hui, une des conditions peut-être pour que la CEMA puisse accepter même de signer, c'est peut-être le retrait donc du Gatia de Ménaka. Aujourd'hui, l'armée malienne, le gouvernement malien estime que si les positions des FAMA sont attaquées aujourd'hui à Ménaka, et l'armée pourrait prendre ses responsabilités. Alors, est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui que l'armée malienne puisse rompre le cessez-le-feu comme le gouvernement l'a estimé, Yessamake? Bon, et il faut regarder les rapports de force sur le terrain. Et je ne crois pas que ce soit la première fois que le cessez-le-feu soit violé. Et si nous exigeons à ce que les positions initiales soient préservées, nous allons directement vers l'intégrité territoriale du Mali comme dans les différentes résolutions des Nations Unies. Et la dernière en date, c'est le 2100. Donc, à cela, je ne crois pas que ce soit le rôle de la communauté internationale de demander le retrait de toute force en place en ce moment, sans demander le retrait de l'autre. Donc, à cela, je crois que le Mali doit être en position aujourd'hui et de prendre à témoin la communauté internationale que si l'armée malienne qui se trouve en ce moment à Ménaka, cantonnée, est attaquée par les forces, les groupes armés, et que nous sommes certainement en position de riposter. De riposter, absolument. D'accord. Alors, merci beaucoup, Yessamake. Vous êtes, je l'ai rappelé tout à l'heure, le nouvel ambassadeur donc, du Mali à New Delhi. Alors, Gaussou Drabo, pourquoi ces violences à quelques heures seulement donc, de la signature définitive de l'accord de paix et après ce paraphe? Vous savez, depuis la prise de Ménaka, la CEMA est dans une... Elle a dit, elle-même a employé le mot représailles. Elle est dans une logique de représailles. C'est-à-dire, on m'a pris une localité, il faut que j'en prenne une autre et que je fasse sentir aux troupes maliennes le poids de ma puissance militaire. Parce que lorsque vous entendez tout le raisonnement de la CEMA au cours des négociations, la CEMA est persuadée qu'elle a une supériorité militaire absolue dans le nord du Mali, ce qui n'est pas du tout établi. Et cette supériorité a été, disons, abîmée par la prise de Ménaka. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez, il y a quelque chose qui a constaté. Si on doit invoquer le principe de la légitime défense, c'est le Mali qui doit l'invoquer. L'armée malienne invoque. Elle a été attaquée. Elle n'a jamais quitté de position. Elle a repoussé ses assaillants. Elle n'a même pas essayé d'exercer un droit de poursuite parce que ça lui est interdit. Donc, aujourd'hui, toutes les manœuvres de la CEMA sont pour rétablir une prétendue supériorité militaire. Et malheureusement, au-delà même de l'attaque des camps de Nambala, tout cela, vous voyez toute cette multitude d'attaques sur des populations civiles et des pillages et tout cela. C'est vraiment, ça crée une situation insupportable. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous allions rapidement vers la signature de l'accord et que l'on change les règles qui prévalent pour l'armée malienne, que celle-ci puisse commencer à se déployer vraiment sur toute l'étendue du territoire menacé. Voilà. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis,
un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web où vous pouvez écouter ou réécouter cette émission. Si vous le souhaitez aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur le paraphe de l'accord de paix donc, par l'ACEMA qui l'a paraphé donc, aujourd'hui à Alger. Et nous parlions également de cette cérémonie de demain, cérémonie qui consacre donc la signature définitive de l'accord de paix présenté donc par la médiation aux partis. Alors nous sommes à la troisième partie et c'est sur l'applicabilité donc de cet accord de paix sur l'ensemble du territoire ici au Mali. Alors nous allons voir avec vous, poursuivre cette deuxième partie et la boucler avec vous, André Bourgeot. Les tensions vont-elles baisser dans le nord avec le paraphe de la SEMA? Ça m'est difficile de répondre à cette question. Je souhaite vivement et très très sincèrement, mais j'en doute un peu. Je voudrais prolonger un peu la discussion sur la question qui a été posée tout à l'heure. Le fait que la SEMA récuse le fait que le GAPIA et que les forces armées maliennes à Ménaka, le fait qu'ils ont pris dans une embuscade ces forces armées maliennes et une 9 militaires de tuer, montre concrètement qu'ils considèrent que c'est leur territoire et que c'est pas le territoire du Mali. Lorsque je dis que le MNLA, même à la limite, lance un ultimatum en disant il faut que le GATIA, donc les groupes armés IMRAD et alliés, quittent Ménaka, au nom de quelle valeur et au nom de quel pouvoir qui leur sont conférés par l'extérieur, par la communauté internationale, qui leur permettent de tenir de tels propos. Donc il y a quelque chose quand même qui est un petit peu perturbant et déroutant. Donc encore une fois, leurs interventions qui se font encore quasiment jusqu'à aujourd'hui montrent bien qu'ils défendent un territoire qu'ils considèrent comme étant leur territoire et qu'ils appellent Azawad. Que voulez-vous négocier là-dessus? Effectivement, je pense que maintenant, il est temps que les autorités politiques et militaires maliennes prennent des décisions face à ces actions. Je crois savoir aussi que le mécontentement populaire monte sensiblement, qu'il y a création de nouvelles milices d'autodéfense. C'est-à-dire que le peuple la population ou le peuple malien face à cette situation, dit il faut que nous on s'organise pour se défendre. Donc ça repose le problème des milices d'autodéfense. Vous voyez, cette situation-là, elle me paraît quand même grave. Et c'est pas simplement un paraphe qui va résoudre ces aspects que je viens de décrire. Merci beaucoup André Bourgeot. Je rappelle que vous êtes analyste et également spécialiste du Sahel et du Mali. Alors Yessa Maké, vous êtes ambassadeur du Mali à New Delhi. Vous n'avez pas encore pris fonction. Merci donc de répondre à nos questions avant de repartir vers cette destination que je viens d'évoquer. Alors aujourd'hui, comment garantir l'application donc de cet accord que le Mali va signer avec les groupes armés demain? Bon, la mise en œuvre de l'accord d'Alger certainement présente beaucoup de défis. Mais c'est des défis que le peuple malien de Kidal Akaï peut surmonter. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les anciennes interprétations de cette crise ont été mises à l'épreuve. Et le peuple malien aujourd'hui durement éprouvé. Et quand vous constatez que ça fait des années que des enfants à Kidal et même Gao et Tombouctou ne vont pas à l'école, quand vous imaginez le retard que cela va poser dans le développement des régions du Nord, et je crois qu'il devient impératif pour toutes les parties prenantes que nous fassions face à l'essentiel, à l'ennemi commun, qui est le sous-développement. Mais je tiens à rappeler cependant que la notion qui était établie que le Mali n'a pas une armée à la hauteur du défi a été aussi mise à l'épreuve. Et
mon grand frère Drabo l'a dit, le concept de la supériorité d'une armée, de groupes armés supérieurs a été aussi durement mis à l'épreuve. Donc aujourd'hui, toutes les parties constatent que les rapports de force ne sont pas nécessairement ceux qui avaient été préétablis. Et donc, il ne sert à rien de continuer de mettre un frein, d'être un obstacle à un processus de développement qui est déjà un grand défi. Merci beaucoup, Yes Maké. Alors, Gaussou Drabo, avant les affrontements à Kidal du 17 et du 21 mai 2014, le Mali était toujours, l'armée malienne était toujours présente à Kidal. Aujourd'hui, comment garantir l'application de cet accord qui devra donc permettre à l'armée malienne de réoccuper les zones où elle n'est pas présente actuellement? Et aujourd'hui, comment est-ce que tout cela va se mettre en place du côté de la communauté internationale quand la MINUSMA a annoncé avant le 17 mai que les financements étaient acquis pour la démobilisation et la réintégration donc des combattants? Aujourd'hui, comment tout cela va se mettre en place? Vous savez, je voulais ajouter quelque chose sur la réponse de son Excellence. Je crois que la mise en application de l'accord est aussi l'affaire de la communauté internationale. Parce que le texte final, ce n'est pas le texte malien. C'est le texte auquel le Mali a accepté d'adhérer en faisant des concessions, a fait table rase de nombreuses remarques qu'il avait et qui étaient fondées. Donc, il y a une part de responsabilité de la communauté internationale. Et c'est pour ça qu'il faut, à un moment ou l'autre, que la communauté internationale aille vers l'identification de ceux qui veulent construire la paix et de ceux qui vont s'y opposer. Le schéma qui est là pour l'armée, c'était qu'il y a la démobilisation et tout ça. Il y a ce que le traité appelle les troupes recomposées, c'est-à-dire aussi bien pendant une période intérimaire, armée malienne et anciens éléments de la rébellion, qui vont assurer la sécurité et la défense du territoire et la lutte également contre les terroristes. Voilà. Si ce scénario rencontre des obstacles au niveau de la coordination, il faut que la communauté internationale en tire les conclusions et que cela n'empêche pas de restituer à l'armée malienne sa fonction régalienne de défense du territoire national. Donc ça veut dire qu'il faut concrètement aider l'armée malienne à repartir sur l'étendue du territoire qu'elle doit défendre et l'aider également, la faire appuyer par la MINUSMA. Les choses sont très claires. On ne peut pas rester, lorsqu'il s'agit de sécurité, on ne peut pas rester dans l'ambiguïté. Il faut faire des choix lorsque vous constatez la non-adhésion d'une partie. Alors aujourd'hui, 18 mois sera donc évoqué après la signature de cet accord pour tout boucler. André Bourgeot, est-ce que vous estimez que ce délai puisse convenir donc aux parties? Est-ce que ce délai sera respecté pour tout mettre en place? Vous avez des questions qui impliquent des réponses, et moi je n'aurai pas de réponse à ça. Ce que je peux dire, c'est que peut-être que dans 3 semaines, un mois et demi, on pourra avoir une idée de l'évolution, des conditions d'application, le bien fondé, la bonne foi du paraphe de la CEMA vis-à-vis de ces accords. Dans l'immédiat, moi je reste toujours dans le doute. Alors est-ce que 18 mois c'est suffisant? Encore une fois, peut-être que j'aurai une idée dans 1 mois ou dans 2 mois. J'attends de voir les retombées concrètes immédiates. Immédiate, ça veut dire dans 1 mois ou dans 2 mois, et les conditions d'application. Je crois que l'intervenant précédent a bien posé le problème. Si effectivement il y a ce qu'on appelait autrefois les unités mixtes qui se mettent sur pied, et si effectivement elles sont animées de bonne foi et elles agissent d'une manière objective, ce sera porteur d'espoir. Attendons, ou attention, comme disent les Anglais. Alors aujourd'hui, avec cette réclamation de la CEMA en disant que le volet politique a été totalement écarté et toujours cette question d'autonomie qui plane donc sur les revendications de la CEMA, pensez-vous que les combattants donc de ces différents groupes puissent réintégrer l'armée malienne? Vous me posez la question à moi? Oui, André Bourgeot. Mais je ne suis pas dans une situation qui me permet de répondre à votre question. Ce que je constate, c'est que par le passé,
par le passé, il y a déjà eu intégration de certains rebelles dans le corps des hommes en uniforme, dans l'administration, etc. Et que 6 ans ou 7 ans ou 8 ans après, qu'importe exactement le nombre d'années, ces mêmes personnes ont déserté. Je crois que le terme n'est pas trop fort. Et donc effectivement, ça va être un problème énorme. Que vont faire les pouvoirs politiques et militaires maliens et avec la communauté internationale sur le devenir de ces militaires du MNLA, du HCUA, du MRA, etc. Le quid de leur devenir? C'est un problème extrêmement complexe, extrêmement délicat, et je serai très prudent et très vigilant à cet égard, parce que comment le traiter? Merci beaucoup. Est-ce que ça va être une prime à la Kalash, ou bien est-ce que ça va dépendre d'une justice démocratique, militaire ou civile? C'est au pouvoir politique malien de le dire. Merci beaucoup, André Bourgeot. Alors, Gaussou Drabo, vous êtes éditorialiste. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une issue à cette équation, la réintégration des combattants? Il peut y avoir une issue, mais il y a effectivement un problème que M. Bourgeot avait évoqué. Lorsqu'il avait parlé de 80% En fait, c'est une exigence de la CEMA. Elle souhaite que, par exemple, à Kidal, 80% des troupes qui vont y être stationnées soient des éléments de la rébellion. Elle souhaite que ce soit la rébellion qui définisse quels sont les éléments qui vont entrer dans l'armée malienne et quels sont les grades que doivent avoir ces éléments. Donc, c'est des revendications excessives qui sont contraires aux règles normales de l'intégration des anciens rebelles dans une armée régulière. C'est pour ça qu'il faut faire le pari que ceux qui présentent ces exigences comprennent qu'elles sont impossibles à remplir. Qui peut avoir des accommodements pour, disons, gérer le temps, permettre d'établir un seuil de confiance, parce qu'il faut effectivement de la confiance pour construire ce genre d'unité, mais il est impossible de remettre en cause les processus normaux de l'intégration. Donc faisons, comme l'a dit Excellence, un pari sur la raison. Et si tous reconnaissent qu'ils sont quand même attachés à l'avenir du Mali, je pense qu'ils mesurent l'importance des concessions acceptées par le gouvernement malien, qu'on aille vers des solutions, disons, supportables par tout le monde. Alors aujourd'hui, ça c'est le volet militaire. Aujourd'hui, la situation des civils, des populations civiles, des civils ont des biens à Kidal, notamment des maisons, des biens immobiliers. Aujourd'hui, comment est-ce que ces civils pourront retourner et quelle garantie la communauté internationale pourra donc octroyer à ces civils, et également les autorités maliennes peuvent octroyer une garantie à ces populations civiles pour jouir pleinement de leurs droits sur place, Yessa Maké? Ça, c'est déjà les responsabilités d'un État envers ses citoyens. Et il faut reconnaître que nous sommes obligés d'aller à la mise à confiance de toutes les parties en face. Aujourd'hui, le Mali a tant souffert. Nous avons mis ce pays en retard et il est temps qu'on cesse d'enterrer nos jeunes pour raison de guerre. Il est temps qu'on cesse d'empêcher l'éducation de nos enfants. Il est temps qu'on songe à des soins de santé appropriés aux femmes du Nord comme du Sud. Le Mali a réellement un plus grand danger devant lui, notamment le terrorisme, le djihadisme, que nous devons combattre pour enfin instaurer un processus de développement harmonieux et qui va bénéficier tout le peuple malien. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il n'y a plus d'école à Kidal depuis 2012 et que les enfants ne vont donc plus à l'école. L'éducation est donc absente de cette partie donc du pays. Et c'est sur ces mots d'espoir de Yessa Maké que nous nous quittons. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchissait sur ce paraphe de la CEMA, de l'accord de paix aujourd'hui qui est intervenu à Alger aujourd'hui, et également qu'il était question donc de la signature de demain de l'accord
accord de paix définitif dans le pays. Alors, nous étions avec 3 invités, Gaussou Drabo, ancien ambassadeur, ancien ministre de la Communication et éditorialiste, Yessa Maké, qui est nouvel ambassadeur du Mali à New Delhi, également un des responsables d'un des partis du centre, était également en ligne avec nous, André Bourgeot, analyste et spécialiste du Sahel. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara était à la technique, Hassan Sidibé a réalisé cette émission, Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat consacré également à cette question de la signature de demain de l'accord de paix définitif. Merci, bonsoir et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le grand dialogue.